Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le Quartier général de l'Audace. Alors, je suis Roxana Binato et étudiante et coprésidente du Club entrepreneur du GDA. Alors, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, j'ai le plaisir d'animer cette rencontre avec notre invité d'honneur, Farnel Florent, qui est membre des Dérangeants et en plus qui sont notre porte-parole. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons la chance d'échanger avec Farnel, alors une entrepreneure engagée qui a fait le saut du journalisme en entrepreneuriat en créant WorkKind. Eh bien, son parcours est très inspirant et elle a accepté de partager avec nous ses expériences, ses défis et ses conseils pour ceux et celles qui souhaitent entreprendre. Alors, sans plus tarder, accueillons Farnel Florent. Merci beaucoup, Roxana. Merci à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de partager humblement mon parcours comme entrepreneur, parler aussi de ma passion pour les gens et l'entreprise que j'ai bâtie. Donc, ça me fait plaisir de vous partager des pépites d'or possiblement et puis les moments clés de mon parcours. Parfait. Alors, on va débuter avec la première question. Alors, on dit que tu as commencé ta carrière dans le journalisme et la communication. Eh bien, on se demandait qu'est-ce qui t'a poussé à faire le saut dans l'entrepreneuriat et bien sûr à créer WorkKind. Oui, tout à fait. En fait, la motivation, c'était d'avoir de l'impact. Avant de me lancer en affaires, je savais que je voulais influencer les gens. Certaines personnes veulent se lancer en affaires parce qu'elles veulent faire beaucoup d'argent, d'autres parce qu'elles veulent avoir du pouvoir. Moi, je voulais avoir de l'influence, puis je voulais faire du bien. Puis je me disais, de quelle façon est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que c'est en me lançant en politique, en créant un organisme à but non lucratif ou suivre la voie des affaires? Et naturellement, j'ai eu la voie des affaires parce que j'ai une idée. Mais moi, à la base, avant d'agir comme entrepreneur, j'étais beaucoup intrapreneur dans tous les jobs que j'ai eus et dans mes études et dans mon travail parascolaire, ce que j'appelle, ou mon implication citoyenne. Je voulais avoir de l'impact, puis je voulais pouvoir comme aider les gens, puis résoudre des problèmes, trouver des solutions. Fait que ça a été vraiment, je pense, dans mon ADN depuis ma tendre enfance, tu sais. Puis je sentais que j'avais pas les reins assez solides. Je pense que j'avais pas la confiance ni le mindset qu'il faut, la résilience pour pouvoir me lancer en affaires. Fait que je me suis dit, je vais aller prendre de l'expérience sur le marché du travail et puis je vais faire ce que j'aime, donc aider les gens puis m'inspirer. Donc j'ai commencé vraiment en journalisme. Ensuite, je suis allée en communication, communication en entreprise, puis je me suis trouvé une job. Il y avait aussi le fait que je suis l'enfant de parents immigrés d'origine haïtienne. Et il voulait que j'ai un filet de sûreté, puis il me disait, les affaires, c'est difficile, davantage quand on est une personne racisée. Donc, pourquoi tu ne vas pas faire tes études puis avoir un filet de sûreté? Et ça, je pense que ça a beaucoup influencé mon parcours et les choix que j'ai faits. Puis en bout de piste, ben, c'est un problème que j'avais moi. J'étais super impliquée dans ma communauté, dans des comités, sur des CA et tout. Puis c'est vraiment plus tard, vraiment dans la trentaine, quand j'étais à la banque, non, chez Groupe Page Jaune, que j'ai eu l'idée de partir mon entreprise. Puis je me suis dit, je vais le faire. J'avais plus d'expérience, j'avais un réseau, j'avais plus confiance en moi. Puis je me disais, je peux le faire. Puis je m'entourais des meilleurs pour pouvoir le faire. Puis c'est comme ça que j'ai pu me lancer en affaires. Mais avant ça, je pense que j'avais besoin de bâtir l'entrepreneur avec différentes expériences. Puis je suis contente d'avoir démarré Workern au final. Ah ben, c'est super, vraiment. Et en fait, est-ce que tu pourrais nous présenter WorkKind en quelques mots, donc sa Oui, mission? certainement, certainement. Alors, donc, Workkind, la contraction de Work et Kindness, c'est une entreprise qui a comme mission de créer des environnements de travail les plus bienveillants. On aide les entreprises à gérer et à offrir des avantages flexibles aux employés. On rêve d'un milieu où ce que tous les employés pourraient avoir un concierge personnel et avoir accès à des services pour faciliter leur vie. Donc, les employeurs peuvent mettre de l'argent dans le compte des employés ou dans plusieurs comptes d'employés pour permettre aux employés d'aller acheter des produits et services qui sont dans notre boutique. Fait qu'on peut penser comme Amazon, mais avec des produits et services concrets, du prêt à manger, prêt à cuisiner, entretien ménager, aide à domicile pour les aînés, vacances, activités, sport. Donc, les employés peuvent aller acheter, réserver des services pour faciliter leur vie avec l'argent que leur employeur leur offre, d'une part. Et s'ils ne trouvent pas ce qui fait leur bonheur sur la plateforme, ils peuvent se faire rembourser. Donc, c'est ce qu'on fait. Puis, on a élargi notre offre aussi. Maintenant, on gère aussi beaucoup d'autres services qu'un employeur peut offrir. L'objectif, c'est de faciliter la gestion des avantages non traditionnels, les avantages du futur, comme on appelle pour les entreprises, et permettre aux employés de définir l'équilibre de vie qui leur convient. Ça fait déjà bientôt 5 ans qu'on est en affaires.
On travaille avec des entreprises canadiennes. On a des employés aussi qui utilisent notre plateforme, qui sont aux États-Unis. Puis, ben, notre mission, vraiment, c'est d'accélérer et continuer à servir le plus grand nombre d'entreprises. Vraiment intéressant. C'est même, je vois ça comme vraiment très à une approche humaine. On se soucie du bien-être justement des employés. Et donc, tu dis souvent que Workkind est la solution que tu aurais aimé avoir lorsque tu étais employé. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu as eu cette idée et comment tu l'as concrétisée? Oui, certainement. Alors, ce qui est arrivé, c'est que toute ma vie, j'ai eu la carrière où est-ce que je voulais performer, je voulais apprendre, développer mon réseau de contacts, puis vraiment me développer comme employé. J'ai commencé à travailler chez Groupe Pageant. Je m'occupais du marketing pour eux, pour différents bureaux dans une de leurs divisions. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté de travailler pendant 2 mois. Et quand j'ai arrêté de travailler, mon réflexe, c'était de me tourner vers mon employeur pour avoir accès à des services. Donc, mon employeur, à l'époque, était un employeur de choix. On avait d'excellentes conditions, un bon salaire. Mais ce que j'avais besoin, je ne pouvais pas y avoir accès, c'est des services concrets. À l'époque, je voulais avoir accès à du prêt à manger, avoir un coup de main à la maison pour l'entretien ménager, puis pouvoir bouger, faire du sport. Et la prémisse, c'était, ben, j'ai besoin de la liquidité pour pouvoir avoir accès à ces services-là. Puis, j'avais arrêté de travailler pendant 1 mois ou 2, donc financièrement, c'était plus serré. Puis, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que mon employeur offre pas ça? Tu sais, mon employeur est un employeur de choix. Il investit des milliers de dollars pour attirer et retenir des talents, rendre son monde heureux. J'ai plein d'avantages, mais en réalité, c'est des avantages que je ne peux pas bénéficier maintenant. C'est comme un programme pour la retraite, un programme d'achat d'actions pour plus tard. Et puis, au final, moi, j'avais besoin d'avoir accès à des services pour m'aider dans mon quotidien. Je n'avais pas à avoir accès. Puis, je me suis dit, il faudrait créer cette plateforme, cette solution qui permet aux employés, en quelques clics, d'avoir accès à des trucs. Puis, de ne pas penser dans une logique de achète, fais-toi rembourser, mais penser dans une logique de et accès directement aux services dont tu as besoin et d'offrir les services. Donc, d'avoir cette approche-là vraiment dont il a pensé pour toi, puis c'est connecté avec tes besoins. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. C'était une idée. Ça a pris du temps avant vraiment de me lancer. J'ai eu du soutien, j'ai eu de l'aide. J'en ai parlé, j'étais passionnée, je travaillais là-dessus la soir, la fin de semaine, en plus de ma job. Puis j'ai eu le courage, j'ai fait preuve d'audace, puis je me suis dit, je vais en parler ouvertement. J'ai eu de l'aide, du soutien de mon ancien employeur qui m'a dit, vas-y, fonce. Puis j'ai lancé ça en pleine pandémie. Voilà. Ok, quand même, courageuse. J'aime bien. Et est-ce que tu aurais un exemple d'impact positif que justement Workkind a eu dans une organisation? Oui, tout à fait. Euh, Dans la plateforme de Workline, il y a des services. Ça veut dire que beaucoup des services qui sont là, c'est des services que les employés utilisent au quotidien. On a des repas, on a de l'aide pour les enfants, tutorat scolaire, on a des services de gardiennage, il y a des services de cadeaux, des moments de vie, nouvelles naissances, il y a des loisirs, des escapades, il y a différents types de services. On a des entreprises québécoises avec lesquelles on travaille, puis aussi canadiennes, et les employés peuvent aller avoir accès aux services. Puis, dans une entreprise, il y avait une collègue qui, malheureusement, avait vécu de la mortalité. Elle a perdu sa maman et sa maman l'aidait avec ses enfants. Donc, du coup, elle s'est retrouvée à vivre le deuil de sa maman et aussi a pu avoir de l'aide pour prendre soin de ses 4 enfants. Puis les collègues, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, nous, on a de l'argent dans notre portefeuille de Workline. Est-ce que c'est possible de transférer cet argent-là à notre collègue pour qu'elle elle puisse avoir accès à tous les services? Parce qu'elle vit un moment difficile, on pourrait lui envoyer des fleurs, puis vraiment comme la soutenir mentalement ou moralement, mais je pense qu'elle a besoin de services concrets. Donc, on va mettre l'argent dans Workine, puis là, elle va pouvoir avoir accès à tous les services. Elle n'aura pas à payer. Donc, c'était un cadeau qu'ils ont pu faire et elle a pu bénéficier de ces services-là. Mais au quotidien, nous, on a des employés on a des nouveaux arrivants, on a des employés qui sont des étudiants, on a des employés qui sont des enfants en bas âge qui manquent de temps, on a des employés qui sont plus âgés et ça permet vraiment de façonner ton équilibre et d'avoir accès à ce que tu veux vraiment. Parce que tu peux avoir de l'argent, avoir des bonus, avoir des primes, mais avoir accès à des services de qualité, accessibles, à quelques clics pour vraiment t'aider, c'est vraiment ça notre vision, c'est de donner au pouvoir aux entreprises pour qu'ils puissent ensuite donner les outils à leurs employés pour qu'ils puissent prendre soin d'eux, mieux travailler en santé et être productifs. Au quotidien, je vous dirais, l'année passée, là, il y a à peu près 6 millions de dollars qui ont été dépensés par les employés à travers notre plateforme en achats et autres pour pouvoir avoir accès à des avantages. Les services les plus populaires, c'est vraiment l'activité physique, le sport, l'alimentation, les services à la famille, les loisirs, le voyage. Puis, on regarde les tendances qui sont à la hausse. Beaucoup aux États-Unis, puis on peut supposer que ça va être similaire au Canada. Les gens veulent prendre soin d'eux, mais des choses de base sont importantes. Financièrement, c'est important. On a des étudiants qui disent,
Si je peux avoir mon employeur qui me donne un coup de main payer ma date d'études, ça serait nice. Puis on veut l'accès à la propriété, puis on veut avoir de l'argent, puis comme mettre de l'argent de côté pour acheter une maison, mais les loyers sont tellement élevés. Si je peux avoir un employeur qui me donne un coup de main pour mon loyer, j'aimerais ça. On n'aurait jamais vu ça avant. Et le monde change, et donc maintenant, le rapport avec les employeurs change aussi. Fait que notre offre est en train d'évoluer chez Workern en ce sens. Super. Et mettons, quel a été, mettons, le plus grand ou un des défis que tu as rencontré justement en lançant Workkind et comment tu l'as surmonté? Un grand défi, deux défis. Je pense que le premier défi, c'est le fait d'avoir démarré l'entreprise seule. Habituellement, quand tu bâtis l'entreprise, tu as une équipe de fondateurs qui vont travailler sur différents items. On dit qu'en affaires, il y a trois profils qui sont clés. Prenons l'exemple d'une maison. Tu as quelqu'un qui va bâtir la maison, qu'on va appeler le CTO, ou la personne qui va bâtir le produit. La personne qui va gérer la maison, qu'on va appeler le COO, la personne qui va s'occuper des opérations, qui va s'assurer que, par exemple, que la lumière est là, puis que le chauffage est correct, puis qu'on a tout ce dont on a besoin pour fonctionner. Et puis, tu as la personne qui va vendre la maison, qu'on va appeler le CEO, le dirigeant, le fondateur. Mais en réalité, l'équipe en soi, ce sont des équipes de fondateurs. Ils ont juste des rôles qui sont différents, mais ils contribuent vraiment à réaliser la vision. Mais moi, quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais seule. J'ai cherché à avoir un associé, c'est pas arrivé naturellement. Donc, je me suis entourée d'employés clés, d'aviseurs, d'un conseil d'administration pour s'assurer vraiment qu'il y a une bonne gouvernance et qu'on dirige l'entreprise dans la bonne direction. Mais sérieusement, bâtir une entreprise, c'est tough au début. Ça demande beaucoup. Et la charge mentale, elle est énorme. Donc, comme femme en affaires, n'ayant pas d'associés, ça a été un défi. Maintenant, tu vas parler à des gens qui ont des associés et qui vont te dire, tu as d'autres défis parce que tu dois gérer à plusieurs. Mais moi, c'est un défi que j'ai eu. Puis l'autre défi aussi que j'ai eu, je pense, c'est aussi parce que j'ai des biais. J'ai dû gérer des biais conscients, des biais conscients aussi. Être en affaires, c'est difficile pour tout le monde. Et on va à contre-courant, on bâtit, on crée de la valeur, on s'ajuste, on bâtit un produit physique ou technologique, puis c'est pas simple, mais je dois dire que moi, je suis en tech. Puis, ben, c'est ma première entreprise, donc j'ai dû faire affaire avec des biais. C'est quoi ton âge? Est-ce que tu as des enfants? T'en veux des enfants? Le risque est plus grand. Tu es une femme, tu es racisée, comme tu as les moyens. Comment c'est solide? Donc, tous les questionnements qui sont légitimes que les gens ont, nous, on en a un peu plus comme femme en affaires. Puis, quand tu es une femme racisée, tu en as encore davantage. Ça a été un défi. Puis, je dirais que je suis pas une victime, là. Je vais juste parler des faits. J'ai jamais senti que j'étais autant noire que quand je me suis lancée en affaires. Avant, là, je travaillais dans le monde corporatif, j'étais une employée, puis jamais, je suis d'abord et avant tout Farnell. Mais quand il s'agit de te faire confiance avec mes employés, te faire confiance avec ma réputation, avec mon argent, puis c'est un autre game. Et je pense que j'ai surpassé ça. J'ai des clients aujourd'hui qui nous font confiance, qui ont renouvelé avec nous, qui me réfèrent à d'autres clients. On a une bonne réputation dans le marché, on crée de la valeur, puis on répond aux besoins. Puis comme entrepreneur, c'est ce que tu veux, en fait. Répondre, créer de la valeur, innover, puis aller plus loin en termes de développement. C'est ben justement, c'était le sujet de ma prochaine question, justement, les femmes en affaires. Justement, tu dis que ben, en plus d'être racisée, ça a été ça comme un autre défi. Mais mettons un conseil que vous donnerez pour justement qu'on puisse avoir comme un boost, nous, en tant que femmes, pour En démarrer. affaires, c'est important de, de rediriger la conversation et de prendre le contrôle du narratif et des messages. De ne pas être en mode défensif, mais d'être dans un esprit d'abondance et de valeur. Naturellement, socialement, en Amérique du Nord, à tout le moins, parce que je suis née ici puis je connais bien le marché canadien et américain, il y a des attentes envers les femmes et des attentes envers les hommes. Et dans le monde corporatif, professionnel, il y a des attentes envers les femmes et les hommes. Puis dans le monde des affaires aussi, il y a un double standard. Et quand les gens vont nous aborder, ils vont nous aborder en mode prévention. La perception consciente ou inconsciente, il y a des données, des études, puis je pourrais vous les envoyer si vous voulez par la suite. En ce moment, je suis à la Silicon Valley, puis donc, on est formé par des personnes, des investisseurs là-dessus. Il y a des études qui démontrent que la façon même dont on va aborder une femme en affaires, au niveau des questions de finances, puis de capital de risque, est différent des hommes. Les hommes sont souvent perçus comme étant euh, une source de valeur,
création de valeur, puis une femme comme un centre de coût. Et dans la nature des questions, dans la posture que les gens vont avoir, la gestion du risque, puis c'est vraiment une question de euh, euh, ils vont poser des questions de prévention. Comme nous, comme femmes, il faut d'abord qu'on prenne notre place. Pas prendre la place des autres, prendre notre place et se respecter et avoir confiance en soi. Parce que si on n'a pas confiance en soi, les gens n'auront pas confiance en soi. On aura confiance en nous. Donc ça, d'abord, je pense que ça part de nous, comme femmes. Puis deuxièmement, c'est de changer le narratif. Quand les gens viennent pour nous attaquer, au lieu d'être en mode défensif, c'est vraiment en mode de création de valeur puis de changer. Fait, un exemple, c'est vraiment littéralement de dire, ben comme toi, tu es en affaires, puis t'as-tu déjà pensé avoir un associé? T'as-tu déjà pensé avoir un gars avec toi pour pouvoir t'aider dans ta business? Ben, au lieu d'être en mode défensif puis de dire non parce que je suis suffisante, tu peux juste mettre l'accent sur ce que tu fais en disant et remettre l'accent sur ta business en disant, ben moi, je suis en train de bâtir une entreprise pour aider des milliers de, par exemple, d'électricien à travailler mieux. Puis mon logiciel fait en sorte que ça change la vie des gens, peu importe avec qui je suis pour faire ça. Ben, j'ai de l'impact. Parce que c'est comme ça qu'il faut agir. Je pense que comme femme, il faut prendre sa place, il faut avoir confiance en soi, puis il faut changer le narratif, puis répondre à ce que les gens nous projettent différemment. En affaires, c'est vraiment ça. La perception, c'est la réalité. C'est important d'avoir confiance en soi puis de bien s'entourer. Mais il faut arrêter de penser que parce qu'on est une femme, on n'est pas assez puis qu'on n'est pas suffisant. Il y a des hommes aussi qui ont des défis. Il faut juste bien s'entourer puis créer de la valeur. Ah, merci pour eux, pour eux, ça rassure ce genre de conseils. Alors, on va passer aussi en fait, la vision, ben, ta devise, c'est ta vision de l'entrepreneuriat. Donc, ta devise, c'est aider les autres, c'est s'aider soi-même. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette philosophie influence justement ton travail et tes décisions dans le quotidien? Oui. Hmm. Euh, c'est vraiment une position que j'ai adoptée avec mon expérience de vie. Je pense que tout le monde ne pense pas comme ça. Moi, j'ai vraiment une approche où j'aime beaucoup le co-développement, j'aime beaucoup l'approche customer-led. Je bâtis des solutions en fonction des besoins de mon client. Workind a vu le jour durant la pandémie, puis on a tout de suite on a tout de suite fait une preuve de concept avec notre client, avec le produit qui s'est marché en ce moment. C'est pas un produit que j'ai développé tout seul dans mon sous-sol, c'est un produit que j'ai vraiment développé avec des clients. Puis je pense que quand on fait du bien, puis on crée de la valeur pour les gens, ça nous revient parce que c'est pour nous au final qu'on fait. Puis je pense que j'ai été influencée peut-être par mon parcours professionnel quand j'ai travaillé chez Cossette. J'étais en publicité, dans l'agence de publicité Cossette, puis j'avais une formation qui parlait de les personnalités et les talents, puis qu'on disait qu'on est conditionné à travailler sur nos faiblesses. Donc, au lieu de dire, ben moi, je suis vraiment forte, par exemple, en maths, mais je suis faible en français, on va dire, ben, prends des cours de français pour améliorer ton français parce que tu es vraiment fort en maths. On devrait pas faire ça. On devrait dire, il faut que tu aies la base en français, mais nourris et passe du temps et investis en maths parce que c'est ça ta force. Et le monde irait beaucoup mieux si on travaillait toutes sur nos forces et non nos faiblesses. Pourquoi je dis c'est les soi-même, c'est les autres? Parce que dans ce livre-là, qui parlait de ça, de le profil des gens, les personnalités, comment les gens sont, ça disait que quand tu remplis le seau d'une personne, tu remplis ton seau à toi. Fait que c'est contre-intuitif, mais tu penses que faire du bien ou de donner aux gens, ça t'enlève quelque chose, mais non, ça te fait du bien. On est fait pour vivre en collectivité et s'entraider. Maintenant, il y a la compétition, il peut y avoir la saine compétition, mais le- je pense que le système est brisé parce que ça favorise certains, l'élite, puis donc, me started Roxana parce que je pourrais en parler pendant longtemps, mais aider les autres, c'est aider soi-même parce qu'au final, quand tu aides quelqu'un d'autre, tu t'aides toi, ça te revient. Je pense qu'on rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça fait partie aussi de nos actions. Fait que voilà, moi je crois qu'on récolte ce qu'on sème. Je crois que quand on aide les gens, on s'aide soi-même. Je pense que quand on fait du bien aux gens, on se fait du bien à soi-même. C'est le fruit de mon expérience de vie, mon expérience professionnelle, mes applications, mais aussi ce que j'ai expérimenté dans le monde des affaires jusqu'à présent, personnellement. C'est bien, je veux dire, moi je suis tout à fait d'accord. Moi-même, je pense vraiment que ça fait du bien. En tout cas, personnellement, je ressens une certaine fierté quand j'aide quelqu'un, puis ça me fait juste sentir mieux. Euh, et donc, mais à la prochaine question, en fait, tu as dit que la meilleure source de financement, c'est justement les clients. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette approche et pourquoi tu la privilégies? Oui, certainement, parce que une entreprise qui est pérenne est une entreprise qui vend puis qui a des revenus.
Et il y a différents types de modèles d'affaires, il y a différents types de financement aussi. C'est juste que tu as beaucoup plus de pouvoir et de contrôle quand il s'agit, de liberté quand il s'agit d'avoir des revenus de tes clients pour faire financer ces activités. Tu grandis de façon organique, tu grandis naturellement, tu crées de la valeur. Si tu vas chercher de la dette, ça crée une pression parce que tu dois rembourser. Est-ce que tu fais assez d'argent pour rembourser tes dettes? Puis si tu vas chercher du capital de risque, mais ça veut dire que tu cèdes des parts, donc tu contrôles de ton entreprise, la vision, le futur de ton entreprise pour avoir du capital. Donc, je pense qu'il y a différents types de financement, mais des fois, on va trop rapidement chercher du capital alors il y a des validations qu'on n'a pas effectuées. On est privilégié au Québec, hein. Le gouvernement investit beaucoup en innovation, beaucoup en entrepreneuriat pour faciliter justement le pré-démarrage et le démarrage d'entreprise. Donc, il y a des façons pour nous de valider, de tester, de voir des modèles d'affaires sans s'endetter. Au final, ben, c'est la meilleure chose faut que tu puisses avoir des clients. C'est jusqu'au début, tu n'as pas de clients, il faut que tu bâtisses un produit ou un prototype. Donc, ça demande quand même du capital, des investissements. Mais il y a des moyens de s'organiser puis de s'entourer là, pour avoir ta mise de fonds à toi personnellement comme entrepreneur puis trouver des solutions pour se dérisquer. Mais tout le monde va vous dire que c'est la meilleure façon de faire. Maintenant, les investissements sont stratégiques. Si tu veux faire une acquisition, si tu veux développer, acquérir de la machinerie ou autre, tu vas nécessairement avoir besoin de capital. Et je pense que la meilleure source de financement demeure toujours un client. C'est vrai, puis tout à fait d'accord. Mettons, maintenant, est-ce que tu as comme un conseil, mettons, à donner aux jeunes qui justement veulent lancer en affaires comme tu as fait? C'est une bonne question. Un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer en affaires. Je pense qu'il faut avoir une perspective globale d'entrée de jeu si ils veulent se lancer en affaires pour servir un grand nombre de personnes. Ça dépend de l'industrie. Peu importe le, le produit ou le service que l'entrepreneur veut offrir, il faut revenir à pourquoi il le fait. Et je pense que le conseil que je dirais aux gens, c'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, parce que ça va guider toutes tes décisions, tes choix. Ça va te permettre aussi de voir l'énergie puis le temps que tu vas y mettre pour y faire. Il y a des gens qui vont se lancer en affaires parce qu'ils veulent avoir un revenu d'appoint. Ben, tu le sais. Fait que ça veut dire que c'est pas toute ta vie. Puis il y en a d'autres qui vont se lancer en affaires parce qu'ils veulent comme révolutionner les choses. Ben, à ce moment-là, c'est de l'investissement, c'est de la recherche, du développement, de l'innovation. Fait que, tu sais, ça part de pourquoi tu veux te lancer en affaires. Deuxièmement, d'avoir une pensée qui est globale en disant les outils, les ressources financières, le talent, les connaissances pour bâtir l'entreprise ne sont pas nécessairement dans ton quartier. Ce ne sont pas nécessairement dans ta ville, ni dans ton cégep, ni dans ta province. C'est peut-être ailleurs. Donc, de réfléchir puis de faire des recherches globales. Peut-être que la business que tu veux faire, il y a quelqu'un qui fait ça dans une ville en Pologne. Mais tu as intérêt à faire des recherches sur Internet pour voir qui fait la même chose que toi ailleurs dans le monde, comment ils l'ont fait. Parce qu'il y a des choses, peut-être des bonnes pratiques que tu peux importer et le faire ici au Québec et des connaissances et faire. Donc, penser vraiment global en disant, même si c'est une business locale, même si c'est comme une pâtisserie. OK, parfait, mais quelle autre pâtisserie tu veux faire? Pourquoi tu veux la faire? Comment tu vas démarquer? Quelles sont les meilleures pâtisseries au monde? Puis pourquoi ce sont les meilleures au monde? Ça va faire que ça va ouvrir ton esprit. Ça va faire en sorte que tu vas comprendre la valeur que tu veux créer, comment tu veux servir les gens, puis tu vas avoir du plaisir à faire ce que tu fais. C'est pas facile, l'entrepreneuriat. Ça demande de la résilience, ça demande du courage, ça demande de l'audace, mais ça demande aussi de la curiosité. Donc, je dirais, renseignez-vous, lisez, puis, dernier point, mais qui est une boucle avec le premier de savoir pourquoi tu le fais, d'investir en soi. D'investir en soi comme entrepreneur parce que le succès ou le développement de l'entreprise est un reflet direct de la confiance que l'entrepreneur a. Donc, si l'entrepreneur n'a pas confiance, c'est correct, ça se bâtit, ça se développe, mais de se mettre dans des conditions de succès pour pouvoir avoir du confiance. Si c'est de s'entourer, est-ce que c'est d'apprendre une nouvelle langue? Est-ce que c'est de voyager? Est-ce que c'est d'avoir un coussin financier? Est-ce que c'est d'avoir comme une nounou? Parce que bâtir l'entreprise, mon enfant, ça me défocus. Peu importe c'est quoi, trouver les conditions de succès puis bâtir l'entreprise, bâtir l'entrepreneur, bâtir les conditions, mettre en place les conditions pour réussir. Ça, c'est vraiment important parce que au final, à travers les saisons de l'entreprise, la personne qui est en affaires, elle va se retrouver seule souvent avec elle-même, puis elle peut limiter son entreprise si elle gère pas, elle, l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, je crois beaucoup dans le mentorat. Je crois beaucoup dans le peer-to-peer, dans le co-développement.
rencontrer d'autres entrepreneurs, des clubs d'entrepreneuriat, de lire, d'apprendre, d'écouter des podcasts comme Les Dérangeants, d'écouter les vidéos. Ça nous inspire, puis on apprend, puis on écoute, puis on se développe vraiment. La curiosité, travailler sur soi. J'ai dit beaucoup de choses, mais c'est ce que je crois. Tout est vrai. Je suis tout à fait d'accord encore une fois. Et vraiment, travailler sur moi-même, je pense que c'est comme la base avant de se lancer, de justement partir un projet. Euh, Faut s'outiller, comme tu viens de le dire. Puis pour vrai, 100% d'accord. Et mettons, en retournant sur Workind, mettons, quels seraient tes projets futurs? Est-ce que tu as une vision pour l'avenir du bien-être au travail? Un peu nous Euh, expliquer. oui, ce que je crois, c'est que le monde change. Il y a un retour naturellement vers la proximité, le global. Je crois que la clé du succès, c'est l'intersectionnalité entre ce qu'un employeur veut offrir à son employé, ce qu'un employé dit qu'il aimerait avoir de son employeur, et ce qu'un employé fait vraiment. Il y a comme un décalage entre une organisation qui pense savoir ce que son employé veut, en ce que l'employé dit qu'il voudrait, puis, pardon, désolé, puis ce que l'employé fait vraiment. Puis, on travaille fort chez Workine pour que on soit vraiment à l'écoute des employés, d'utiliser la donnée pour vraiment aider les employeurs à faire des choix stratégiques en fonction de pas ton feeling, mais de ce que les gens font vraiment, puis d'agir aussi comme influenceur pour parler du futur, de ce que les employés vont avoir de besoin dans le futur. Parce que l'intelligence artificielle change toutes les semaines, la technologie, et les besoins des gens changent aussi parce qu'on s'adapte au monde qui change et à une vitesse qui est accélérée. Ça veut dire que le produit que tu as aujourd'hui pourrait ne pas fonctionner, ne plus être adapté à tes gens, à tes gens dans 12 mois. Donc, comment faire dans ce contexte-là pour avoir une solution qui est assez flexible pour s'ajuster et grandir avec les besoins évolutifs des employés et la réalité. Fait que c'est là-dedans qu'on travaille Workine en termes de développement de produits, en termes de développement de solutions, et en termes de développement d'offres. Puis on est bien entouré là, pour le faire. Super, pour vrai. Moi, j'ai comme une question plus personnelle, mettons. C'est sûr que quand on démarre un projet ou même dans le quotidien, ça nous arrive d'avoir des mauvaises journées ou des journées que ça marche pas trop. Mettons, vous, quels seraient comme vos principaux conseils pour comme, passer à travers ces mauvaises journées puis ne pas se laisser affecter mentalement par ça? Oui, ça arrive. Euh, Mes trois conseils, mentalement, c'est snap out of it. Le, le, de tomber, d'avoir le genou à terre, ça peut arriver. Faut juste pas que ça reste longtemps. Puis je peux pas prendre le crédit, là, j'avais comme un mentor qui m'a dit ça. Il dit, lui, il fait des mini-dépressions à tous les jours. Dans le sens que, il dit, ça va pas bien, je vais pas bien, ben, je vis le moment où je vais bien pendant une minute, puis j'ai ma mini-dépression pendant une minute. Après ça, je sors. Parce que les entrepreneurs qui sont résilients, c'est ceux qui ont cette capacité-là à overcome, comment on dit ça en français, surpasser le sentiment Oui. d'échec et de difficulté. Donc, ça veut dire que les moments, ils vont arriver. Il faut que ça arrive. C'est juste de ne pas rester là-dedans. Deuxièmement, le support system, d'avoir des gens de confiance à qui on peut aller pour parler pour ventiler. Donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement ton chum, c'est pas nécessairement ta blonde, c'est pas nécessairement ta mère, ton père, ta meilleure amie. C'est juste une personne à qui tu as confiance, que c'est un safe space qui va pas te juger. Il y a des gens qui vont payer pour avoir un thérapeute. C'est possible, mais ça peut être une autre personne aussi, ça peut être ta grand-mère, peu importe, que tu peux parler de ton défi comme entrepreneur, de ce que tu vis en ce moment, puis de ta journée où ça va pas bien. Puis tu en parles, puis c'est fini, puis c'est réglé. Ça, c'est bon d'avoir ça. Il faut l'avoir avant que ça aille mal, parce que quand ça va pas bien, juste le goût de ne pas te réveiller puis de te mettre en petite boule. Mais quand tu as déjà ce système-là en place, tu sais que tu peux aller vers cette personne-là, puis elle est là pour ça, puis elle t'aide. Fait que c'est vraiment ça. Troisièmement, physiquement, de prendre soin de soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas bien fait, puis que je m'améliore en ce moment parce que je me fais aider en ce sens. Mais le stress, ça crée beaucoup de cortisol dans le corps de quelqu'un et le sport, c'est bon pour la santé mentale. Tu sais, dans le sens où c'est bon pour physiquement, mais c'est bon pour la santé mentale. Et il faut un esprit sain dans un corps sain. Donc, de prendre soin de soi. Littéralement, t'es stressé, va courir, va à l'extérieur.
oh, tu sais, moi, je vais lire ou je vais écrire, ou je vais rester à l'intérieur, mais c'est bon de s'aérer puis de sortir puis de changer de contexte. Donc, tu sais, ces éléments-là, c'est tous des éléments qui vont t'aider dans ton parcours d'entrepreneur parce que il va y avoir des hauts et des bas, ça en prend, mais c'est comment on les gère qui nous rend plus forts. C'est wow. Je pour vrai, c'est comme vraiment détailler les concepts, puis je trouve que c'est vraiment ça que faut faire. Euh, c'est merci pour elle. Euh, j'ai plus vraiment des questions. La dernière, c'était vraiment parce que je voulais avoir ton opinion, parce que moi aussi, ça m'arrive de temps en temps d'en avoir dans mes journées et je sais toujours de comment améliorer ma gestion de celle-ci. Alors, tes conseils, je vais les garder vraiment en tête. Surtout le sport, ça aide énormément. Alors, euh, c'est pas mal ça. Ça fait vraiment un peu on a fait le tour de pas mal tous les sujets. Est-ce qu'il y a une période de questions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés en ligne qui ont des questions? Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, j'aimerais peut-être ajouter que être un entrepreneur en 2025, malgré le contexte économique, le contexte géopolitique, social, environnemental, ça demeure un privilège. C'est un privilège qu'on a et c'est une grande responsabilité aussi qu'on a. On ne peut pas ouvrir nos micros, l'option est bloquée. Ah, ça veut dire que c'est dans le chat les questions. Ah, Charlie, Jessie, parfait. Ce que je voulais dire, c'était que euh, c'est un privilège d'être entrepreneur et donc toujours penser je pense que le futur va être nourri d'entreprises qui, de subsistance pour vivre, élémentaire, mais beaucoup d'entreprises aussi qui vont changer la façon dont on fait les choses et qui vont innover. Tu sais, des Facebook, des Meta, ils vont en avoir plus de façon accélérée comme ChatGPT, ils vont en avoir plus. Le coût pour démarrer est plus bas euh, et l'accès à l'information est plus présente. C'est un privilège qu'on a d'utiliser ce pouvoir-là pour changer les choses. Tu sais, c'est une forme de lobby. À chaque entreprise que tu as, quand tu vas plus loin que de juste livrer un produit, puis d'avoir ou un service, puis d'avoir de l'argent, c'est un pouvoir, une responsabilité qu'on a. Et moi, je suis privilégiée de faire ce que je fais. Même si il y a des journées, comme Roxana, tu disais que c'est plus difficile, les journées que c'est extraordinaire. Hier, j'ai passé la journée à Palo Alto avec des entrepreneurs, avec des investisseurs. J'ai rencontré des gens de grandes entreprises qui parlent du futur du travail. C'est un privilège que j'ai de faire ça, de faire ces rencontres-là. Et je me dis, comment, pour moi, au quotidien, je peux changer la vie de mes employés, de mes clients, de mes partenaires, de mes investisseurs, de créer de la valeur. Donc, c'est un privilège. Je vois ici qu'il y a il y a des questions en ligne. Je ne sais pas si Roxana, tu veux regarder tout ça. Oui, alors, ben, je viens de lire la première question de Jessie. Alors, elle voulait savoir quelles étaient les questions que tu avais quand tu commençais, par exemple, quelles étaient des choses que tu savais pas qui, mettons, t'empêchaient de commencer tes projets. Moi, c'était vraiment au niveau du produit, hein. J'ai un produit technologique, donc mes limitations étaient mes connaissances technologiques parce que je suis une business founder, donc vraiment, je développe l'entreprise au niveau des affaires et j'avais une plateforme. Donc, comment bâtir la plateforme, faire les choix technologiques, s'assurer de faire une feuille de route pour mon produit, de bien servir les clients, de valider nos hypothèses. C'est vraiment ça qui a été un défi. J'ai appris par la bande. Maintenant, je suis bien entourée, puis je connais bien la technologie et le produit qu'on bâtit. Mais ça m'a pris, mine de rien, un bon 5 6 ans pour arriver à ces connaissances-là. Au début, c'est pas évident. Il faut savoir ce que tu fais. En plus, nous, on vend aux entreprises, on vend pas à des particuliers. Donc ça a été une cour d'apprentissage. Bien. De la part de Charlie, ben, les micros sont débloqués. Si vous voulez, mettons, poser vos questions, vous êtes libre d'ouvrir vos micros pour le faire verbalement. Ça va être mieux, peut-être. Mettons, mettons Charlie, si tu voulais poser ta question plus... Oui, dans le fond, bonjour.
Moi, ma question, c'était, vous étiez déjà dans le milieu, tu sais, journalisme, là, quand que vous avez comme commencé, mais pour comme quelqu'un comme moi ou n'importe qui est comme pas dans le milieu, est-ce que vous avez des trucs ou des options pour qu'on puisse comme bien s'entourer, comme pour avoir une bonne base? Oui, c'est de développer et de nourrir son réseau de contacts. Moi, j'avais des connaissances en communication, marketing, en journalisme, mais j'ai bâti une entreprise en technologie et RH. Je connaissais rien au domaine des ressources humaines, les lois, responsabilités, la nomenclature, les termes. Fait que je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est de développer mon réseau de contacts, puis de rencontrer des gens, puis d'en parler. N'ayez pas peur que quelqu'un vous vole votre idée. L'important, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Allez à des événements, lisez, consommez la littérature, la littératie en lien avec le domaine qui vous intéresse. Soyez curieux, puis approchez les gens. LinkedIn est un excellent outil pour le développement des affaires. Je vous dis, même les grands de ce monde, les familles les plus fortunées utilisent LinkedIn pour faire les affaires de façon internationale. Donc, approchez quelqu'un, approchez une entreprise qui fait ce que vous faites, que vous voudrez faire. Approchez une personne qui travaille dans le domaine que vous voulez faire. J'ai pas d'informations, j'ai pas de connaissances dans le domaine, comment je peux faire? C'est quoi les événements que je peux fréquenter? C'est quoi les livres que je peux acheter pour vous renseigner puis pour apprendre? C'est ce que j'ai fait, moi, dans le temps. Mais je rappelle que j'ai un background dans le domaine des affaires et en marketing et que j'ai une solution que je vends aux gens des RH et d'opérations. Parfait, merci beaucoup. Tant pis. Alors, j'ai une question. Bonjour, Jessie. Bonjour. Je voulais te demander comment tu as trouvé tes collaborateurs et tes employés. Comment est-ce que tu te produis ou bien te vends aux gens, en fait? Les recommandations, au début, ça a été vraiment du bouche-à-oreille, des gens que je connaissais, des amis, des gens qui m'ont aidé, des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé. Ensuite, ça a été des recommandations. On a aussi fait des affichages de postes dans des sites comme Indeed. Puis on a travaillé pour certains postes clés avec des chasseurs de tête, des firmes de recrutement spécialisées pour nous aider à trouver des talents. Donc, ça a été un peu de tout, mais au début, quand on démarrait, c'est vraiment notre réseau. Donc, les gens avec qui j'ai étudié, les gens avec qui j'ai travaillé, les gens que je connaissais vraiment. Il faut des gens de confiance. Bon, Merci beaucoup. mais merci vraiment infiniment à toi pour ton temps, ton beau sourire et bien sûr ton partage d'expérience. Vraiment, de mon côté, j'ai vraiment appris beaucoup et c'est vraiment fantastique ce que tu fais avec Workkind. Alors, merci aussi aux participants d'être là pour vos questions aussi. Vraiment intéressant. Merci beaucoup pour vos bons mots. Ça m'a fait plaisir. Puis, invitez-moi quand vous voulez. Je vais venir. Ça va me faire plaisir. Merci. Merci beaucoup à Roxana et Farnel. C'était vraiment très intéressant de vous suivre, de vous écouter, des beaux messages très inspirants. Je pense que ça rejoint plusieurs personnes, là, les messages là, qui ont été partagés. Donc, merci beaucoup. Puis, une bonne journée à tout le monde. Puis aussi, n'hésitez pas à suivre nos prochaines activités là, sur nos différents réseaux sociaux, là, les différentes conférences, ateliers à venir là, dans les prochaines semaines. Donc, une bonne journée à tout le monde.